Merci beaucoup. Alors, en postprandial, les données génétiques, ça peut paraître peut-être un petit peu indigeste, donc je vais essayer de vous faire là encore un tour assez j'espère rapide, et puis surtout de vous faire passer les messages importants. Alors, j'ai juste mis au départ deux petites dias de rappel de qu'est-ce que c'est que finalement ce fameux matériel génétique, notre patrimoine génétique. Il faut en fait comprendre les choses, un petit peu je donne l'image, comme si nous avions finalement par cellule, toutes les cellules de notre corps ont un dictionnaire. D'accord ? Donc ce dictionnaire, vous avez en fait 23 chapitres. Ces 23 chapitres, ce serait en gros l'équivalent de nos chromosomes. D'accord ? Un dictionnaire à 23 paires de chapitres, nos chromosomes, donc bien sûr les paires de gonosomes, vous savez X, Y, mais aussi tous les autres autosomes, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Donc un gros dictionnaire, 23 paires de chapitres, et puis dans ces chapitres, finalement, l'ensemble aussi du dictionnaire ferait 22 000 mots. D'accord ? 22 000 mots sur l'ensemble du dictionnaire. Ces 22 000 mots, ce sont nos 22 000 gènes. Pendant très longtemps, on a pensé qu'on avait 60 000 gènes, beaucoup de gènes, que la complexité de l'individu, elle était liée au nombre de gènes. Je vous montrerai un petit peu plus tard qu'en fait, il n'en est rien. On n'a pas tellement de gènes que ça. On n'en a pas beaucoup plus que d'autres espèces animales. C'est plutôt la façon dont ils fonctionnent qui crée un peu la complexité, notamment du cerveau humain. Donc, 23 paires de chapitres, 22 000 mots en tout dans l'ensemble de ce dictionnaire, et ces 22 000 mots, ils sont écrits uniquement avec 4 lettres. A, T, G, C. D'accord ? Alors vous allez me dire comment on fait 22 000 mots avec 4 lettres, parce que vous pouvez avoir un mot qui est A, A, T, 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 G, T, C. Vous allez avoir un autre mot qui est T, T, A, T, G, T, T, C, A, T, 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 T. Vous voyez, ça c'est un autre mot. Et donc c'est pour ça que vous avez, en fonction du nombre de lettres, ça va constituer à chaque fois un gène. D'accord ? Et donc ça, quand on a ces 22 000 gènes qui travaillent, en fait, ils travaillent pour, ensuite, il y a une petite machinerie cellulaire qui permet de créer ce qu'on appelle justement les acides aminés. Et ces acides aminés, quand ils sont mis bout à bout, constituent les protéines. Et vous et moi, ici, notre peau, nos yeux, nos cheveux, notre intestin, tout ça, c'est à la base beaucoup, en gros, des protéines et de l'eau. Là aussi, je vous fais très simple, mais c'est pour bien comprendre. Des protéines et de l'eau. Donc, du coup, le code génétique, c'est vraiment un code que nous avons dans nos cellules, mais ce qui est très important, c'est la façon dont ce code, justement, travaille pour assembler, créer ces petits acides aminés au niveau des cellules qui, eux, vont constituer les protéines. Et l'être humain, un être humain n'est pas génétique, un être humain, il est constitué justement de protéines. Ok ? Donc ensuite, dans ces codes génétiques, ces 22 000 mots, au sein de notre dictionnaire, vous et moi, nous avons des variations, c'est-à-dire tous ces mots, nous n'avons pas les mêmes mots, nous n'avons pas la même orthographe des mots. Nous en avons chacun 22 000, d'accord, pareil, mais ils ne sont pas écrits de la même façon. Et donc là où, par exemple, moi je vais avoir A, A, T, T, G, T, C, A, vous pouvez avoir A, A, T, 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 G, T, T, C, A. Okay ? Si ce mot, je caricature, c'est le mot qui sert à coder les protéines qui sont la couleur des yeux, c'est ce qui fait que moi j'ai les yeux marrons, un petit peu de vert quand même, j'y tiens, mais que vous pouvez avoir les yeux bleus ou marrons aussi, mais plus sombres ou pas, d'accord ? Et c'est ce qui fait que à chaque fois, donc on a des variations, votre code génétique n'est pas le même que le mien, et qui fait qu'en effet, il y a, évidemment, vous savez, on est unique sur le plan génétique. La deuxième message très important, sur les 22 000 gènes, un tiers sont uniquement pour le cerveau. D'accord ? Donc ça montre bien quand même aussi que c'est chez l'être humain, partie des choses un petit peu importantes, le cerveau, un tiers de notre patrimoine génétique sert pour notre cerveau. Et ce qui est très important aussi, c'est que dans ces gènes, il y a beaucoup plus de ce qu'on appelle de gènes régulateurs que de gènes de structure. Donc les gènes, c'est ce qui fait aussi que nous avons, que moi j'ai plutôt les doigts un peu petits et épatés de mon papa, mais que j'ai aussi les yeux, le petit vert, c'est aussi de mon papa. Et ça, c'est ce qu'on appelle les gènes de structure. Vous voyez, la forme de mon visage, la forme de mes mains, mais la vôtre aussi, la couleur de peau aussi, bien sûr, c'est ce qu'on appelle les gènes de structure. C'est-à-dire que ça, c'est un peu déterminé sur le plan génétique. Mais ça, c'est finalement
pas tellement importants dans notre patrimoine génétique. Il y a toute une autre partie des gènes qui, eux, sont des gènes de fonctionnement. C'est-à-dire ceux qui vont faire qu'il y a une gamme de protéines qui est très différente en fonction de la façon dont ils vont travailler. Et ces gènes de fonctionnement, c'est notamment ceux qui servent à faire les petites protéines chimiques de la transmission au niveau du cerveau. C'est aussi les petits gènes qui font que les synapses poussent ou se défont, tout ce qui fait que notre organisme est vivant et qu'il est en permanence en train de se modifier, d'accord ? Et notamment au niveau du cerveau. Donc ça, c'est aussi deuxième message très important. Et donc, ce qui est troisième message important, c'est que ces gènes, ces fameux gènes qui travaillent au fonctionnement, ils vont fonctionner d'une façon ou d'une autre en fonction de l'environnement. Et ce qu'on appelle environnement, c'est l'environnement de la cellule, bien sûr, les substances qu'il y aura dans la cellule, mais c'est aussi l'environnement au sens très général du terme, et quelque part, je vais être caricatural, mais si vous voulez, par exemple, la rééducation orthophonique, c'est de l'environnement. Et ce qu'on sait maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure de plasticité cérébrale, c'est que quand on fait de la rééducation orthophonique, si on regarde le cerveau, on voit que les neurones poussent, mais si on zoome encore un peu plus et qu'on va au cœur de la cellule neuronale et qu'on va au cœur de cet ADN, bien on pourra voir les gènes qui travaillent d'une façon ou d'une autre en fonction de ce qu'on fait aussi à l'individu. Vous voyez ? Donc quelque part, la rééducation orthophonique, c'est de la thérapie génique. D'accord ? Vous êtes vraiment, quand on cible exactement ce dont la personne a besoin, on va au cœur de son patrimoine génétique et on fait fonctionner les cellules de façon différente. Et ça, c'est très très important parce que là aussi, on n'est plus dans cette idée de si c'est génétique, c'est fichu. Il y avait un peu ça avant, hein. C'est génétique, c'est fichu. D'accord ? Et bien, ça, c'est totalement faux, c'est fini, hein, ces conceptions-là. Alors, bien évidemment, et vous le savez, pour toutes les personnes d'entre vous qui travaillent justement avec les personnes qui ont de l'autisme et qui, par exemple, ont aussi un Down syndrome, hein, une trisomie 21, vous avez vu que, bien évidemment, ils se ressemblent physiquement. Parce que là, les gènes de structure aussi... Alors, la trisomie 21, ils ont un chapitre de plus. Dans le dictionnaire, il y a tout un chapitre de plus. D'accord ? Trisomie, 3 chromosomes, 21. Et donc, ces gènes-là font des choses en plus, et notamment les aspects dysmorphiques. Mais par contre, et ça on n'y peut pas grand-chose, c'est structurel. Mais tous les autres gènes aussi qui travaillent, eux, justement sur le fonctionnement du cerveau, eh bien on peut toujours quand même influencer la façon dont ces gènes travaillent, parce qu'on peut toujours aussi cibler la cellule. Alors évidemment, on aura une marge de progression qui n'est pas forcément la même de développement que celle chez un enfant ordinaire ou un adulte ordinaire, mais on l'a quand même, parce que là, je vous dis, ces gènes-là, ils sont très sensibles à ce qu'on va mettre dans l'environnement de la personne. Donc ça, c'est aussi un message très fort. Donc du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, et cette dia, elle n'était pas en lien au titre du colloque, mais elle va très bien. Chaque individu est en effet profondément unique sur le plan de son patrimoine génétique au départ, hein, puisque la séquence même, les mots dans le dictionnaire, ils sont propres à chaque individu dans leur ensemble, mais en plus, la façon dont vont travailler ces gènes est unique à chaque fois en fonction finalement de la vie de la personne. Et ça, c'est aussi très important parce que justement, quand on fait de la recherche en génétique, on n'est pas en train de chercher à enfermer la personne dans son code génétique, on est plutôt en train d'essayer de zoomer le plus précisément possible au niveau moléculaire pour voir comment ces gènes travaillent et s'expriment et puis peut-être comment on peut justement intervenir aussi au niveau thérapeutique. D'accord ? Donc la recherche en génétique en 2013 et puis après en 2014, ça n'est pas du réductionnisme, au contraire, c'est comprendre à quel point l'individu est unique et à quel point il est en interrelation permanente avec son environnement. Et donc si mon propos a été assez clair, vous comprendrez justement que le clonage n'existe pas. Si vous clonez un individu, ok, structurellement, il aura le même nez, les mêmes cheveux et tout ça, mais à l'intérieur, et ce qui fait l'identité de l'individu, c'est pas la taille de son nez, c'est ses qualités, ses défauts, la façon dont il ressent les choses, la façon dont il réfléchit. Ça, c'est lié quand on regarde au substratum neurophysiologique, et ça, c'est en permanence la spécificité de l'individu, de ce qu'il a vécu à un temps T, à un moment donné, et vous n'aurez jamais deux individus qui vivront exactement la même chose collés l'un à l'autre. D'accord ? Donc là, je vous ai fait en 2 minutes
100 ans de recherche dans le domaine de la génétique. Non, c'est pas ça, mais si vous avez... J'espère que... Vous me dites, vous m'interrompez si c'est pas clair, hein, parce que depuis ce matin, on vous donne beaucoup de messages qui sont parfois... voilà. Alors, donc, du coup, quand on est dans le champ de l'autisme, dans le champ de l'autisme est un trouble d'origine génétique. D'accord ? Et dans toutes les maladies neurodéveloppementales, c'est celui qui a le plus fort poids génétique. Alors maintenant, quand on dit génétique, justement, est-ce que c'est un problème de chapitre ? Est-ce que c'est un problème de dictionnaire ? Est-ce que c'est un problème de mots ? Est-ce que c'est un problème de manque de mots dans un chapitre ? C'est ça qu'on va voir maintenant. Donc du coup, vous avez en fait, pourquoi on dit que c'est génétique ? On dit que c'est génétique parce que quand on a un jumeau, quand on a des couples fratrie de jumeaux, quand l'un est autiste, le risque que l'autre le soit aussi, en fonction des études, vous voyez, ça va de 36 à 95% des cas. D'accord ? Et ce qui est important aussi, c'est qu'on estime à ce qu'on appelle l'héritabilité, 70 à 80% de la cause du trouble autistique, c'est un problème génétique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez que ce n'est pas 100% non plus. D'accord ? Et on va en reparler un petit peu plus après. Et puis, l'autre argument très très fort qu'on a dans le champ de l'autisme, qu'on a un tout petit peu maintenant dans la schizophrénie, mais quand même beaucoup moins, c'est que l'autisme est associé à des syndromes génétiques qui sont bien connus. Et notamment, alors je crois que mon tableau d'après, il est... non, c'est encore après. Je vous ai mis un tableau un peu indigeste, donc ça résume. On sait qu'il y a des syndromes génétiques, l'X fragile, la sclérose tubéreuse de Bourneville, les maladies que je vous ai mises là, neurofibromatose, qui sont vraiment des maladies neurologiques d'origine génétique qui sont plus fréquemment retrouvées chez les enfants et adultes qui ont aussi de l'autisme. D'accord ? Ça a été aussi un argument très fort pour dire quand même il y a quelque chose qui a à voir avec. Sauf que c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup d'enfants, par exemple avec une trisomie 21, qui n'ont absolument pas d'autisme, beaucoup d'enfants ou d'adultes avec un syndrome d'X fragile qui n'ont pas non plus d'autisme. Donc là, ça veut dire qu'il y a un poids génétique dans ces cas-là, mais que c'est un petit peu plus complexe que ce qu'on pouvait penser au départ. Le voilà, le tableau. Alors, il est écrit tout petit, c'est juste ce qui est important, c'est à regarder en haut, les fameux grands syndromes génétiques, l'X fragile, sclérose tubéreuse de Bourneville, neurofibromatose, phénylcétonurie, et puis après Smith-Lemyoplis, on rentre Cornelia de Lange, on rentre dans des, vous savez, les syndromes comme ça. Alors c'est pour ça aussi qu'on dit qu'il faut en effet, systématiquement, alors, en tout cas nous dans nos recommandations, proposer une consultation génétique aux parents, parce que s'il y a notamment un de ces syndromes qui peut être identifié, il relève possiblement de traitement, et deuxièmement, en termes de conseils génétiques auprès des familles, ça n'a rien à voir. D'accord ? S'il y a un syndrome d'X fragile, il y a un conseil génétique bien particulier, puisque c'est une hérédité liée à l'X, au chromosome X. Donc, vous savez, donc, les mamans sont dites transmettrices, et ce sont les garçons qui sont atteints, puisque dans le cas d'un garçon, le X qui a la petite marque n'est pas entre guillemets protégé par le deuxième X puisque c'est XY, les chromosomes sexuels. D'accord ? Donc ça c'est tous les syndromes liés à l'X. Ça c'est important. En tout cas, alors là encore, la consultation génétique ne s'impose pas. C'est-à-dire que moi je ne la fais jamais de force, jamais, mais elle se propose en termes d'informations éclairées. Là encore, on doit vérifier, je vous disais, l'audition, la vision et tout, et c'est aussi quand il y a notamment aussi des points d'appel qu'on sent, c'est du devoir aussi de médecin d'informer les parents en disant voilà, ça aussi c'est possible, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi aller un petit peu plus loin de ce côté-là. Vous avez, je ne sais pas du coup justement en termes de service de génétique clinique, c'est pas encore très d'accord. Pas encore, d'accord. Mais il y a des choses à faire aussi qui sont intéressantes, là encore, dans le partenariat, mais vous avez déjà tellement de très grandes compétences aussi professionnelles, et je suis sûre que vous développerez ça sans problème. Alors, du coup, en effet, c'est génétique. Alors oui, juste pour vous dire aussi, statistiquement, quand on n'a pas identifié de syndrome bien particulier, on rentre dans la question, du coup, des gènes, entre guillemets, de l'autisme. Là, et ce qu'on dit aux familles, quand les généticiens n'ont pas trouvé de syndrome, on retombe dans la statistique de la population générale, et au terme de statistique, globalement, on va dire que quand on a déjà eu un enfant avec autisme, le risque que le second le soit aussi est 50 fois plus élevé que dans la population générale. D'accord ? Mais ça, c'est vrai que dans ces cas-là, on est statistique
C'est difficile parce qu'on ne peut pas encore vraiment avoir un diagnostic, enfin, c'est pas un conseil génétique individualisé, ce sont les risques. Alors maintenant, comme on dit, vous savez que la prévalence de l'autisme, au sens très général du terme, c'est 1% de la population, c'est aussi un risque très important, d'une certaine façon important aussi, et c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter d'avoir des enfants, parce que si on regarde les risques, il y a des risques dans la vie tout le temps, hein. Mais c'est vrai que génétiquement, quand il y a déjà eu un enfant dans la fratrie, il y a un risque plus important d'en avoir un second que dans une famille sans enfant avec autisme. D'accord ? Alors, ça, ce sont les progrès. Là, c'est pareil, je vous ai résumé là avec les 4 points. Les avancées génétiques qui datent même, là, on est à moins de 4 ans des dernières avancées le plus pointues de ce qui se fait en génétique à l'heure actuelle. Vous savez, vous connaissez certainement le terme de karyotype. Hein, karyotype, donc là, du coup, avec le karyotype, on regarde les chapitres, c'est-à-dire les chromosomes. Okay, et donc en regardant, on faisait une photo des chromosomes qu'on peut faire, on prend les cellules, on traite les cellules d'une façon particulière et on peut voir à un moment donné les chromosomes, évidemment en zoomant. Hein. Donc quand on fait un karyotype, on voit les gros trous dans les chapitres ou les grosses doubles parties dans les chapitres. Hein, ça s'appelle le karyotype. Maintenant, on fait ce qu'on appelle de la CGH. Comparative Genomic Hybridization, ça c'est en fait une nouvelle technique. Alors vous voyez, le premier papier recherche sur la CGH dans l'autisme, c'est 2007. C'est pas très... Et c'est passé maintenant en routine clinique depuis à peu près 2 ans. Donc vous voyez, ça va très 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 vite, le transfert entre la recherche et la clinique. Et donc avec la CGH, en fait, on est toujours au niveau des chapitres, sauf qu'on peut zoomer beaucoup plus précisément, et donc on va voir en fait des micro-trous ou des micro-duplications. D'accord ? C'est comme le karyotype, mais c'est en zoom. Donc on va dire micro-trous, micro-duplications. Et puis on peut faire aussi maintenant ce qu'on appelle l'exome, c'est-à-dire séquencer le génome d'une personne, mais que sur la partie codante, c'est-à-dire celle qui va travailler à faire des protéines. Mais on va aussi jusqu'à le whole genome sequencing, c'est-à-dire maintenant séquencer vraiment tout le génome, c'est-à-dire les parties qui sont les parties exomes qui codantes, et puis il y a les introns aussi dans le génome, je ne sais pas si ces termes vous rappellent quelque chose, qui sont des zones dont on disait elles sont silencieuses, elles ne servent à rien. Alors ça c'est toujours pareil. Elle dit en médecine des fois on dit oh, ça ne sert à rien, c'est pas que ça ne sert à rien, c'est on ne sait pas à quoi ça sert. C'est pas tout à fait la même chose. Et donc ça, c'est l'ensemble du génome, vraiment toutes les séquences, codantes et non codantes. Et là, c'est ce que je vous disais, hein, le whole genome sequencing. Vous avez même maintenant des boîtes privées qui peuvent vous faire ça pour 300 €, là où il y a encore même 1 an et demi, ça coûtait à peu près 6 000 € par personne. Vous voyez ? Donc ça va très 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 vite séquencer le génome d'un individu. Ok ? Ça va ? Oui ? Ok. Alors, du coup, une fois qu'on a éliminé les syndromes génétiques là, associés à l'autisme, quand ils sont ni X fragiles, ni trisomique 21, mais autistes lambda, j'allais dire, c'est quoi les gènes qui sont anormaux ou malades qui font qu'il y a eu autisme ? Alors, il y avait l'idée de dire que on a finalement une combinaison de petits facteurs, je vais accélérer là, une combinaison de facteurs. Ce qu'on a retenu maintenant, c'est que pour un individu donné, vous allez avoir une combinaison de petites marques au niveau génétique qui sont dans certains cas vraiment des mutations, ce qu'on appelle des mutations délétères, c'est-à-dire il y a une anomalie d'une lettre dans le gène, mais qui fait vraiment que la protéine ne se fait pas, ou qu'elle se fait anormalement. Donc ça, pour chaque individu, il va y avoir une petite combinaison, mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a des facteurs de protection, et là encore, c'est ce qu'on appelle l'arrière-fond génétique. C'est-à-dire qu'une même mutation chez 2 sujets différents, en fonction de l'arrière-fond, de tout le reste, va finalement avoir un effet plus ou moins délétère. Alors là, vous voyez, on rentre dans quelque chose d'assez compliqué, parce que je vous ai dit, sur 22 000 gènes, déjà, plus d'1 tiers pour le cerveau.
L'autisme, trouble du développement et du fonctionnement cérébral. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un tiers du patrimoine génétique qui est candidat comme étant peut-être des gènes qui sont impliqués dans l'autisme. Et ce qu'on sait actuellement, c'est qu'il y en a, ce qu'on suppose actuellement, c'est qu'il y en a probablement à peu près 1000 qui sont en effet des gènes candidats potentiellement les causes de l'autisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un individu donné, vous allez avoir un choix dans cette combinaison des 1000. Et le nombre exactement de combinaisons au sein de ces 1000, on ne sait pas tout à fait comment c'est, à combien de gènes ça correspond par individu. C'est-à-dire que classiquement, par exemple, vous voyez, si je dis le syndrome d'X fragile, c'est ce qu'on appelle monogénique, c'est-à-dire il y a un gène qui est malade. Sauf que vous avez des enfants avec un syndrome d'X fragile qui ont de l'autisme, et d'autres qui n'en ont pas. Ça veut dire que, ok, il y a cette anomalie-là, mais il y a probablement aussi d'autres choses à côté qui vont venir interférer. Et donc là, il y a eu maintenant, depuis 10 ans, des mutations génétiques vraiment dans des gènes, on en trouve. Avant, on ne trouvait pas les gènes. Maintenant, on en trouve. Vraiment, on dit, ah là, tac, le gène est abîmé. On a dit, ah ben voilà, c'est ça qui cause l'autisme. Sauf que, c'est ce que je vais vous montrer après, on a trouvé aussi, par exemple, là, ça c'est une synapse, comme je vous avais montré ce matin, et puis il y a ces fameuses protéines qui sont les neuroligines, qui sont les protéines d'ancrage entre le neurone présynaptique et le neurone postsynaptique. Et il y a eu des études génétiques chez des patients, ça c'est le gène, enfin sans rentrer dans les détails, ça a commencé en disant, ah tiens, on a trouvé, ça y est, c'était des résultats très importants en 2003, en disant, allez, on a trouvé là une maladie, là c'était ici au niveau du codon stop, là, ce qui faisait que ça coupait la protéine chez des patients qui avaient un syndrome d'Asperger et un autisme sévère. On a dit, ben voilà, c'est ça la cause génétique, c'est quand on coupe au niveau de la neuroligine cette anomalie de cette lettre-là, donc c'est le gène. Sauf qu'après, en fait, on a trouvé... Ça, c'est une famille qu'on avait étudiée à Tours aussi, à nouveau le même gène, mais coupé un petit peu ailleurs. Et là, nous, c'était pas du tout un syndrome d'Asperger qu'on avait, c'était un retard mental. Et dans le cas, un patient avec autisme qui, lui, avait un profil très hétérogène. Même gène, même problème au niveau de la mutation. Et là, du coup, c'est plus du tout syndrome d'Asperger, c'est autisme, ou alors c'est autisme, ou c'est retard mental. Donc là, c'était 2003-2004. Et puis après, là... Hop, 2008, il y en a un qui a dit, ah bah oui, attendez, moi j'en ai trouvé un patient, mais alors lui, c'est pas tout à fait, alors il y en a un qui a déficience dans une famille avec de l'autisme, mais il a aussi un syndrome de Gilles de la Tourette, vous savez, la maladie des tics. Même gène, même endroit où à nouveau, ça coupe aussi. Et puis, c'est pas fini, 2009, là c'était à nouveau un patient nous de la consultation qui avait de l'autisme, mais surtout une déficience intellectuelle très sévère, très sévère, très profonde, dans le même gène que là où les premiers avaient trouvé le syndrome d'Asperger, c'est-à-dire, vous savez, là où il n'y a pas de déficience intellectuelle. Donc, évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on se dit, au début, on a dit, ah ben ça y est, on a trouvé le gène. C'est le gène de l'autisme, c'est la neuroligine et tout. Sauf qu'après, on a dit, bah oui, mais non, c'est pas le gène de l'autisme, c'est le gène de la déficience. Alors, on a dit, ah ben non, c'est pas le gène de la déficience, c'est le gène du syndrome de Gilles de la Tourette. Ah ben non, c'est pas le gène de la... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de gène de l'autisme, il n'y a pas de gène de la déficience, il y a des gènes qui vont influencer, justement, qui vont avoir un impact sur le développement et le fonctionnement cérébral. Et ce qui fait ensuite la spécificité, qu'est-ce qui fait que ça va devenir plutôt le syndrome de Gilles de la Tourette ou plutôt un autisme, pour l'instant, on n'en sait rien. D'accord? Alors là, je vais vous montrer justement deux exemples. Cette fameuse famille, le cas, vous voyez ça, cet enfant ici avec autisme, où il a la transmission de la neuroligine, c'est ce petit garçon ici qui avait cet autisme, et puis là, les tontons, les oncles, ils ont la même mutation que ce petit garçon. Les oncles, ils ont une déficience lambda isolée, le petit garçon, il a de l'autisme. Et puis le deuxième cas que je vais vous montrer, le deuxième cas, là, vous voyez, c'est très différent. Là, un petit garçon, le papa et la maman n'ont pas de soucis, et lui, il a une déficience intellectuelle sévère et un autisme très sévère. Et donc, juste pour vous montrer à quel point, finalement, il faut être très prudent dans ce qu'on va dire. Les recherches ont beaucoup avancé, mais en même temps, elles ont ouvert tout un champ qui montre bien que là encore, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne pensait, et c'est normal, hein, finalement, que ce soit complexe. C'est que ces deux enfants qui ont normalement le même gène qui est malade, vous voyez déjà
la trajectoire, ce qu'on appelle justement la trajectoire de développement. Premier enfant ici, lui, il a eu sourire-réponse à 4 mois, réaction prénom à 8 mois, exactement ce que vous montrez, Madame Roger. Premier signe d'autisme vers 12 mois, perte du contact oculaire. À 15 mois, il marche, il parle à 16 mois, et à 24 mois, il régresse. Il régresse brutalement, stagnation du développement après 20 à 30 mois. Et l'autre enfant, c'est totalement différent. Il était très passif à 8 mois, pas de gazouillis, il a marché à 20 mois, donc un petit peu de retard. Vous voyez, premier mois, 24 mois, premier signe d'autisme vers 24 mois, justement le retard de langage. Première phrase à 5 ans, et il a évolué très positivement. Ils ont le même gène, malade. D'accord? Ça, je vais passer. Je vais passer aussi pour vous montrer, parce que sinon après, je vais faire passer le message. Ça, c'est le fameux, c'est les résultats que je vous ai montrés aussi ce matin. Vous savez, avec le fameux bip, 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 bip. D'accord? Donc, ces enfants qui ont un autisme, pour l'un très sévère et l'autre très différent, ce qui est intéressant, c'est qu'alors là, c'est l'enfant justement avec l'autisme sévère et la régression forte. Alors, le pattern, quand on regarde d'en haut, ça fait deux, vous voyez, ça, en gros, ça fait 2 tâches au lieu de faire vraiment cette activation. Ça, chez les sujets ordinaires. Chez les autistes, c'est la même chose que ce que je vous ai montré avec la tâche qui se faisait sur le côté, mais ça, c'est vu d'en haut. OK ? Donc, les autistes, ça marche comme ça, alors que les témoins, ça marche comme ça. Lui, vous voyez, la carte, elle n'est pas très jolie parce qu'il bougeait beaucoup sous les électrodes. Voilà. Mais on voit quand même que ça se rapproche plus des autistes, c'est-à-dire que vous avez cet aspect de taches rouges. Et l'enfant qui est le cas familial, qui lui est vraiment un autisme assez typique, mais plutôt de bonne évolution, il a aussi un peu la même chose, c'est-à-dire ces 2 taches rouges plutôt que d'avoir la tache unique. Et donc là, c'est très intéressant, c'est que finalement, vous voyez, vous avez 2 enfants qui ont un autisme, l'un très sévère, l'autre moins, l'un avec une grosse déficience intellectuelle, l'autre moins, mais les 2 ont un pattern finalement qui est assez particulier sur le niveau du bip, 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 bip. Donc ça veut dire qu'il y a des niveaux de fonctionnement cérébral qui sont sans doute communs, qui peuvent être expliqués par le même gène, mais qu'il y a d'autres niveaux qui sont certainement expliqués par autre chose. Alors ce qu'on a fait du coup, ça je vais passer aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a en fait justement fait du séquençage, du coup comme les avancées ont progressé, alors on avait trouvé une mutation comme ça, mais du coup on a séquencé l'ensemble du génome chez ces 2 sujets, et on a trouvé 2 autres mutations qui avaient été décrites comme étant normalement des mutations uniques et causales dans d'autres troubles. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y en avait qui avaient des collègues avant qui avaient publié en disant « Ah ben oui, retenez pas le nom des gènes, ça on s'en fiche », qui avaient dit « Ah ben voilà, on a trouvé chez un patient la mutation, ça explique tout ». Comme nous, on avait dit au début, bah oui, on a trouvé la neuroligine, ça explique tout. Sauf que du coup, on a trouvé aussi la mutation qui explique tout chez nos 2 patients aussi qui ont l'autre mutation qui normalement expliquait tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait tort quand on disait ça explique tout. Ça veut dire aussi qu'ils ont tort quand ils disent ça explique tout. Et ça veut dire que c'est pas une, c'est potentiellement 2. Mais à partir du moment où on dit que c'est potentiellement 2, c'est potentiellement 3, c'est potentiellement 4. Et qu'on réouvre maintenant un champ beaucoup plus compliqué. À un moment donné, on a cru, ah ben ça y est, on trouve la mutation. Ben non, il y a une combinaison de petites mutations. C'est complexe à trouver. Cette combinaison, elle va être différente en fonction des individus, parce que ce qu'on a trouvé, en numéro 2, j'allais dire, chez l'autiste de la famille, c'est pas le même numéro 2 que l'autiste dit sporadique. Vous voyez? Ils en ont un qui est en commun, mais l'autre, par contre, qui est différent. Alors après, quid du 3e, quid du 4e? Ça, point d'interrogation. Et comment aussi est-ce que finalement, ces mutations, est-ce qu'elles travaillent de la même façon ou pas, en fonction de ce qu'on appelle l'arrière-fond, c'est-à-dire tout le patrimoine génétique, parce qu'on cherche beaucoup en facteurs qui vont causer la maladie, mais en fait, il y a toute une réflexion à avoir sur les facteurs qui protègent. On sait très bien qu'on a des facteurs protecteurs aussi. Il y a des gens qui vont fumer un paquet de cigarettes pendant 20 ans, qui feront jamais de cancer du poumon. Alors, ils feront une BPCO, une bronchopneumopathie chronique obstructive, mais ils ne feront pas de cancer. Pourquoi? Parce qu'ils ont des facteurs aussi protecteurs à ce niveau-là. Dans l'autisme, c'est la même chose. Donc ça veut dire que quand on a, ce qui est très important au niveau des familles, c'est qu'il faut en effet éliminer, il faut être sûr qu'il n'y a pas les fameux syndromes génétiques qu'on connaît bien, dont on connaît en gros la grosse anomalie. Et puis ensuite, une fois qu'on a éliminé ça,
on se retrouve face à des familles qui, en effet, alors c'est pas moi, parce que moi je suis psychiatre, hein, mais les généticiens, ils se retrouvent face à des familles, et là, ils retombent en disant, il faut de l'humilité. D'accord ? Il ne faut pas dire, on sait, ben oui, madame, vous allez avoir ça, monsieur, ça. Il faut dire, écoutez, voilà, les recherches, elles bougent très, très vite. On va, si vous le souhaitez, alors aussi, par exemple, entrer dans des programmes de recherche, ça peut aussi se faire. Ce qui est très important aussi, c'est si les familles acceptent de donner du tube aussi pour la recherche, il faut qu'il y ait un retour. Il faut qu'il y ait un retour, il ne faut pas qu'elles soient dans des congélateurs et tout ça, et qu'on ait trouvé les choses possiblement pour elles sans qu'elles soient au courant. Ça, c'est aussi très, très important. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un clinicien en interface de tout ça qui pourra recontacter aussi les patients. Il ne faut pas envoyer des tubes comme ça. Derrière les tubes, il y a des gens. Et donc, du coup, une fois qu'on a identifié, par contre, ces facteurs-là, eh bien, maintenant, en fait, avant de faire du conseil génétique, là, il faut être très prudent en disant, bon, il y a des choses, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas de votre faute, madame, ni de votre faute, monsieur, ça déjà, on peut les rassurer là-dessus. Maintenant, la combinaison génétique unique aussi de votre enfant, dans le cas où on a éliminé toutes les causes qu'on connaît bien, voilà, il faut que les recherches continuent. Voilà. Et c'est ça, c'est ce discours-là qui est important parce qu'il est éclairé quand même auprès des familles, mais il doit être au plus près des connaissances actuelles et puis de l'humilité qui va aussi avec les connaissances actuelles. Voilà, on va arrêter là pour la génétique. Merci, on peut faire la pause. Questions? Est-ce que vous avez des questions? Enfin, moi je fais l'animateur. Non, je vais passer le monsieur qui... Question? N'hésitez pas, parce que depuis ce matin, vous êtes là. Est-ce qu'il y a des... Est-ce que ça correspond à ce que vous connaissiez? Est-ce que c'est... Ne vous réservez pas pour la séance questions-réponses. Là, c'est l'opportunité qui vous est donnée. Donc, bon, allez-y si vous avez une question. Oui. J'ai juste un petit éclaircissement. Je voulais savoir, ici à Maurice, on a vraiment un manque, on n'a pas de service de génétique. Et j'aurais aimé savoir comment on va faire, nous, des Mauriciens, quand on va dépister les cas d'autisme, et où on va les référer pour les tests génétiques. Et est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que bon, je sais pas, par rapport aux familles, le coût aussi de ces tests. Et j'aurais aimé savoir aussi si des personnes, surtout dans la recherche, qui seraient intéressées par la recherche de génétique dans l'autisme, où est-ce que ces personnes-là pourraient se former à l'avenir? Alors sur comment, sur la clinique exactement ce dont il y a besoin, je vous dis, je crois que le premier niveau, il est vraiment en effet d'éliminer ou de diagnostiquer les grands syndromes qui sont associés. Voilà. Alors après, vous savez, on peut un bon pédiatre bien formé, avec ça peut aller. Il ne faut pas forcément chercher. Vous voyez, moi, je crois beaucoup à la qualité des personnes, à la qualité de leur formation, plutôt qu'à leur diplôme et à leurs étiquettes, quoi. Alors après, normalement, le diplôme est censé assurer de la qualité de la formation. Mais s'il y a un pédiatre qui veut justement se former à ça et être référent, en plus vous êtes, j'allais dire, vous n'avez pas besoin d'avoir X services de génétique sur un territoire comme Maurice. Après, il faudrait qu'il y ait justement une équipe, une personne qui soit un peu plus, qui s'intéresse à ça, qui puisse être formée, et puis on débrouille déjà très vite avec des examens finalement pas très compliqués. Alors il faut faire une prise de sang qui, elle, peut totalement être sous-traitée. Il n'y a pas besoin que ce soit non plus sur site. Donc je pense qu'une personne cliniquement formée, qui ne soit pas, je vous dis, forcément un généticien, et puis une interface avec quelqu'un qui pourrait faire les analyses, ça peut déjà aussi aller assez vite par rapport à ça. C'est pas ça. Après, je pense que vous retournez pour si vous souhaitez intervenir. Oui. Ça va. Tout le monde me voit.
Ah, on veut à moi, c'est la caméra. Ok, alors. Bon, non, le TIS Maurice, est-ce qu'elle donne un service ou un service, premièrement, conseil avant aux parents qui viennent et demandent? Je crois que c'est un peu les parents qui demandent. Est-ce que, ou à la PIM, je ne sais pas, qui disent qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que c'est dans la famille? Est-ce que j'aurai des problèmes? Et là, comment ça se passe? Je ne connais pas, je demande moi aussi. Donc, quelqu'un peut-être de Autisme Maurice. Excusez-moi, mais nous avons un peu une réponse un peu simplée. Mettre debout. Nous avons une réponse un peu simplée. On a essayé d'envoyer à la Réunion, M. Carateux du sang pour c'était l'époque des trisomiques, etc. Ça pose énormément de problèmes parce qu'on ne peut pas envoyer du sang comme ça. Il faut des précautions spéciales, etc. D'une part. D'autre part, vu notre incompétence et le manque de possibilités. C'est pas vrai ça. Donc nous avons, enfin moi, je parle. Non. Pas vrai. Si tu veux, le Mauricien a tendance à vouloir avoir 100% de garantie. Et en génétique, il n'y a pas 100% de garantie. Donc dès que tu leur dis, nous pouvons nous lancer dans ces tests-là, mais on va vous parler en termes de risque, en termes de pourcentage. Il y a beaucoup qui ne suivent pas. Il y a beaucoup qui ne suivent pas. Et troisièmement, conseil génétique, je pense que ça doit être fait par quelqu'un de compétent. Et il y a toute une relation avec les parents qui doit être respectée. Parce que je me souviens toujours de ce cas où il y avait un enfant, on avait mal diagnostiqué, on avait un professeur qui était venu et vraiment ça paraissait un accident de parcours. Et l'enfant est mort vers 2 ans et demi, 3 ans. Et on a dit à la maman, vous savez, c'est accidentel, ne vous en faites pas. Et fort probablement, vous pouvez avoir notre enfant bien. Et croyez-moi, l'année d'ensuite, la maman est tombée enceinte. Et 2 ans après, l'enfant a commencé à régresser. Il a fait le même parcours et il est mort pareil. Donc, ça m'a refroidi énormément. C'est pour ça que conseil génétique, s'il y a un généticien qui est correct, oui, j'enverrai. Et autrement, moi je déconseille un peu. C'est un peu comme les IRM. C'est pour ça que moi, il y a 2 choses qui m'intéresseraient. C'est peut-être, vous ne pourrez pas répondre, parce que des fois dans le contexte local, quels devraient être les différents tests qu'on peut se permettre, parce qu'il faut voir la finalité des choses. Et j'ai bien aimé quand vous avez dit, ben, l'IRM, ce n'est pas la peine d'aller faire un IRM de nos jours, parce que ça n'entre pas dans le dépistage, dans les choses. Et puis, deuxième question que je voulais poser, c'était, il me semble avoir lu que les cellules gliales jouaient aussi un rôle important dans le cerveau. Vous en avez parlé dans les inflammations. Ouais. Et est-ce qu'il y a autre chose que vous pouvez nous révéler de secret? Merci. Alors là, vous êtes très à la pointe, parce que justement, les cellules gliales, c'est tout nouveau. Il y a rien de plus nouveau que ce que je vous ai dit ce matin, mais qui est déjà finalement très nouveau en effet. C'est-à-dire que le cerveau, bien sûr, il y a les neurones, mais ces fameuses cellules gliales dont on disait autrefois que c'était que les cellules nourricières des neurones, en fait, maintenant, on se rend compte que c'est celles qui font justement la fameuse architecture. C'est-à-dire que c'est elles qui guident là où pousse le neurone et vers qui il va aller, entre guillemets, se connecter. Et donc, il y a une piste très importante là-dessus. Sur le plan génétique, il n'y a pas d'argument encore génétique qui disent que c'est les gènes qui codent des gènes qui sont plus dans les cellules gliales. C'est pas, sur le plan génétique, on est plus sur des gènes qui codent, des anomalies génétiques qui seraient les gènes justement qui font que les neurones s'accrochent, donc au niveau synaptique, mais par contre peut-être justement les facteurs dits environnementaux qui feraient qu'à un moment donné ça bascule, quoi. C'est-à-dire que vraiment le trouble apparaît là où peut-être que s'il n'y avait pas eu ce facteur environnemental, on serait resté dans autre chose. Ce sont les modèles, ce sont les hypothèses, ce ne sont pas des certitudes à ce niveau-là. Ça c'est très, très important. Et la clinique, ce que je veux dire, c'est la clinique. Il faut revenir vraiment à
à la clinique, il faut examiner, il faut voir si ce sont des enfants qui régressent ou pas. Moi, c'est un petit peu, je dirais, ce que je peux dire par rapport à ma pratique. Là où je lâche pas le morceau, c'est quand il y a un enfant qui régresse vraiment de façon... Là, il faut chercher la cause neurogénético-inflammato, tout ce qu'on veut, c'est-à-dire l'EEG, l'enfant qui a un autisme dont on voit bien que c'est l'autisme, voilà, là on suit la trajectoire et il n'y a pas d'urgence à faire un diagnostic de maladie associée. Voilà, nous avons une autre question de monsieur. Alors, vous pouvez vous mettre debout, excusez-moi, mais c'est juste que... C'est quoi le name? Ça va, le temps Oui. Je pense que dans l'histoire de l'autisme, on commence avec Kanner, 1943, on parlait de schizophrénie infantile. Mais maintenant, je sais qu'avec la génétique que vous avez bien expliqué, est-ce qu'on n'a pas trouvé que les gènes de la schizophrénie peuvent aussi agir d'une autre façon pour tout à fait. influencer le développement de l'autisme? Complètement, oui. Donc là, là, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc neuroliguine, Gilles de la Tourette, tout ça, les neurexines, qui sont aussi des protéines d'ancrage, notamment les mutations de la neurexine 1, ça a été trouvé dans l'autisme, ça a été trouvé dans le retard mental et ça a été trouvé dans la schizophrénie. Donc là encore, c'est pour ça qu'il faut dire gène de l'autisme, c'est absurde dans l'état des connaissances actuelles. Ces gènes qui sont impliqués dans la mise en place du cerveau, du fonctionnement du cerveau, et que ces gènes-là, je vous dis, en fonction d'autres facteurs qu'on ne connaît pas, ça va faire que c'est plutôt schizophrénie, c'est plutôt autisme, c'est plutôt retard. Mais là, pour l'instant, on bute, quoi. On ne sait pas. Mais en effet, vous avez la neurexine 1, vous avez d'autres comme tout ce qui est 22q11 aussi. Il y a des tableaux comme ça. Il y a des personnes qui ont un petit trou au niveau justement du chromosome 22. Et on a décrit des tableaux de schizophrénie, de troubles bipolaires, de dépression, d'anxiété. Voilà. Alors ce qu'on a trouvé en commun chez ces gens-là, c'est un petit trou au niveau du chromosome 22. Mais il y a certainement plein d'autres choses qui font que c'est beaucoup plus compliqué que ce fameux petit trou au niveau du chromosome 22. Voilà, donc on va poursuivre maintenant. Peut-être on va repasser aux questions juste pour rester dans le temps. Vous savez, on va. Qu'est-ce qu'on fait? On prend ça. Ouais, parce que on essaie de rester dans les temps aussi. Moi, je suis pédiatre de formation. Je suis pédiatre qui a un grand intérêt sur le problème de l'autisme. Et on est souvent interpellé par les parents qui lisent sur Internet à propos des vaccins. Et souvent, ils nous disent que les parents ont vu que certains vaccins, soi-disant, comme ROR, avant il y avait pas mal de documentation sur ça, peuvent causer l'autisme. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Alors, une réponse Premièrement, les vaccins, il y a eu un papier justement dans le New England qui a bien montré, là encore, à l'échelle statistique des populations, que ce n'est pas les vaccins qui font ça. Là où il y a eu le biais, c'est qu'il y a eu à un moment donné une conjonction entre le calendrier vaccinal et l'âge d'apparition de l'autisme, qui était le même, quoi. D'accord? Après, ça c'est la première réponse. Normalement, on est rassurant parce que du coup, on se retrouve, et ça c'est notamment en Angleterre, avec une recrudescence maintenant des encéphalites rubéoliques. Parce que les parents n'ont plus voulu faire vacciner leurs enfants, et une encéphalite rubéolique, là, on en meurt et ça fait des dégâts. Donc ça, c'est à l'échelle d'une population, c'est très important que le message soit très clair. Après, individuellement, ça c'est toujours une vraie question, avec notamment ce que je vous ai montré ce matin, chez des enfants qui ont une vulnérabilité justement génétique particulière et très forte, dans le terme, je ne peux pas moi scientifiquement vous affirmer que ça ne va pas possiblement être un facteur, ce qui fait que ces enfants-là n'ont pas, j'allais dire, l'outil pour faire ce que fait normalement un organisme, c'est-à-dire avoir une réaction immunitaire normale. Ça, dans le cas de la recherche actuellement, on ne peut pas être formel là-dessus, mais je dirais qu'en termes de message auprès des populations, il faut être très formel en disant le risque, dans ces cas-là, il est quand même plus fort d'avoir une encéphalite que d'avoir un autisme lié au vaccin.
Parce que, et l'hypothèse qu'on a aussi quand même actuellement, c'est de dire que de toute façon, même si ce n'est pas le vaccin, il va y avoir la première grippe ou tout ça qui va faire que si vraiment ça influence si ça a à voir, hein, ça veut dire, là on est vraiment dans le cadre de la recherche, l'autisme va apparaître quand même. Peut-être décalé de 3 mois, de 4 mois, mais il apparaîtra quand même. Hein. Donc en tant que pédiatre, vous devez avoir, je pense, un message très clair au niveau des parents en disant, ce qui est sûr, c'est que le risque d'encéphalite rubéolique, lui, il est certain. Et que les études qui ont été faites au niveau du New England et tout ça montrent qu'on n'est pas dans un facteur causal. D'accord ? Voilà, donc on passe tout de suite à autisme et pharmacologie. Oui. Donc toujours avec le professeur Bonnet Boyau. Non, ça va, merci Pascal. Bon, alors maintenant la pharmaco. Hop. La pharmaco. Alors combien de temps j'ai ? Parce qu'en fonction de ça, je vais m'adapter. Une demi-heure, oui, parfait. Très bien. Dans quel cas est-ce que vous pouvez avoir une indication au niveau de la pharmacologie ? Alors, bien évidemment, vous avez vu dans l'autisme, hein, le projet thérapeutique global, les interventions coordonnées, la place de l'orthophonie, de la psychomotricité, de la rééducation de la communication, des aménagements pédagogiques, structurels, tout ça, toujours d'abord. Et ensuite, éventuellement, deuxième intention, on réfléchit traitement. D'accord ? Jamais, jamais en première intention. Okay ? Deuxièmement, il y a 3, entre guillemets, qu'est-ce qu'on pourrait chercher à traiter dans l'autisme ? On pourrait chercher à traiter pharmacologiquement l'autisme, est-ce que c'est possible ? On peut chercher à traiter les fameuses comorbidités dont je vous ai parlé ce matin, les comorbidités, troubles du comportement, troubles du sommeil, irritabilité, et puis les autres aussi, enfin, comorbidités, troubles déficitaires de l'attention et la question de la dépression, de l'anxiété. D'accord ? Sémiologie associée, pardon, plutôt que comorbidité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en vrai ? Alors, juste très rapidement, en France, hein, quand même, et puis ça, c'était des études aussi qui avaient été faites, il y a finalement trop de prescriptions. Alors, pas autant qu'aux États-Unis, mais beaucoup d'enfants ou d'adultes avec autisme, dès qu'il y a des troubles du comportement, pof, ils ont un médicament. Hein. Et ça, c'est vraiment pas la bonne stratégie parce qu'on va créer des nouveaux problèmes, contrairement à ce qu'on croit. Hein, on va pas résoudre des problèmes, on va en créer des nouveaux. C'est ce que je vais vous montrer. Et ça doit jamais, hein, je dis vraiment jamais être la première intention. Et donc là, il ne faut pas s'interdire les prescriptions, mais il ne faut jamais y penser en première intention et il faut les connaître de façon rigoureuse. Alors, l'autisme, vous voyez, page blanche. Il n'y a rien, il n'y a pas de médicament, il n'y a aucun traitement pour l'autisme. D'accord ? Ça, c'est aussi très important parce que vous avez des psychotropes pour la dépression, vous avez des psychotropes pour la schizophrénie, vous n'avez pas de traitement pour l'autisme. Okay ? Il faut bien mieux faire la thérapie, la relation, le modèle de Denver, ce que vous a montré Madame Roger ce matin, ou d'autres types de prise en charge si vous voulez soigner l'autisme. L'autisme, autant vraiment déficit de communication sociale, d'interrelation, c'est ça qu'il faut faire. Ok ? Par contre, alors là, bon, hop, je vais passer. Hop. On va faire plus vite parce que sinon vous allez. Voilà. Alors après, il y a la question, deuxième question, troubles du comportement. C'est là qu'on y pense en général aussi, enfin, il y a différentes, dans l'autisme. Pour traiter la communication, il n'y a pas de traitement, mais quand il y a des gros troubles du comportement. Quand il y a des troubles du comportement, vous savez, on doit toujours faire ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle. Qu'est-ce que c'est que l'analyse fonctionnelle ? Là, je vous montre un de mes patients. Moi, je ne vous montre pas le patient là directement, qui était un jeune qui avait un trouble du spectre autistique, avec des troubles du comportement extrêmement sévères, une agressivité très 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 forte, qui nous a posé beaucoup de problèmes. Et donc, ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on décortique. L'analyse fonctionnelle, c'est Sherlock Holmes. Hein. On doit décortiquer toute la sémiologie, plutôt que de dire trouble du comportement neuroleptique, hein, on dit analyse fonctionnelle. Et donc, qu'est-ce qui fait que ce jeune homme, il avait une auto- et une hétéro-agressivité dans l'enfance, et il avait une hétéro-agressivité impulsive au niveau de l'adolescence. Il a envoyé à l'hôpital quand même plusieurs éducatrices et infirmières pendant une période. Premièrement, qu'est-ce qui se passe ? Il a en effet trouble du spectre autistique, trouble envahissant du développement, donc ça veut dire trouble de la communication et des interactions, donc possiblement tout ce qui va avec, c'est-à-dire la non-compréhension de l'environnement, la non-compréhension des intentions d'autrui,
la non-possibilité d'exprimer lui-même aussi ses émotions. Donc tout ça, c'est un facteur en effet possible de troubles du comportement. C'est pour ça qu'il faut évidemment... Alors je crois que je vous l'ai mis après. Hop. Ah oui. Non, j'ai fait comme ça. Attendez, je réfléchis. Comment je vais vous présenter pour que ce soit plus clair? Voilà. Non, là, je vais vous faire le tour. Donc, ces troubles de la communication et de l'interrelation, ils sont possiblement à l'origine de difficultés comportementales. Deuxièmement, est-ce qu'il y a un problème médical ou génétique, justement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a à voir ou pas? Ce patient, il avait un syndrome de Smith-Magenis. Alors c'était bien particulier parce qu'en fait, les généticiens nous disaient non, il n'a pas ça. Le syndrome de Smith-Magenis, c'est un syndrome génétique qui fait qu'il y a possiblement, en termes de comportement, le fait de manger ses ongles de façon très très forte, c'est une espèce de comportement un peu stéréotypé. Et puis ça crée aussi une agressivité, mais ce sont des personnes aussi qui ont un déficit de synthèse de mélatonine. D'accord ? La mélatonine, c'est cette petite hormone qui fait justement la régulation veille-sommeil. Et donc, il y avait ce syndrome génétique. Deuxièmement, on a regardé aussi évidemment les circonstances de survenue. Les circonstances de survenue des troubles du comportement, c'était beaucoup plus souvent quand il y avait des temps libres, non structurés, quand il y avait une référence féminine par rapport à une référence masculine, et quand il était en groupe, donc en situation sociale. Après, il y a eu un moment donné, au moment de son adolescence, où ce jeune patient, il a été déprimé. Il avait vraiment une dépression, il avait des éléments thymiques et il avait des éléments anxieux. Et puis, il y avait des facteurs au niveau familial. La famille s'était retrouvée extrêmement isolée et un épuisement familial aussi très, très important. Et donc, du coup, quand on pense analyse fonctionnelle, on va chercher à chaque fois qu'est-ce qu'on peut faire case par case. Non pas je médis mes neuroleptiques parce qu'il y a des troubles du comportement, mais à chaque case. Alors, à chaque case ici, condition médicale, syndrome génétique, est mis sous mélatonine. Et puis aussi sous bêta-bloquant, puisque vous savez, là je vous parlerai après dans le cas des troubles du sommeil, et lui, on a exploré en plus son sommeil, on a dosé sa mélatonine, et il n'en avait pas. Alors en effet, il ne dormait pas la nuit, il dormait le jour parce qu'il avait une inversion du cycle, c'est-à-dire qu'il n'en avait pas du tout la nuit, il en avait dans la journée, et vous savez très bien, comme vous et moi, que si on ne dort pas du tout, si on est fatigué, on est plus irritable, on est plus agressif, on a une petite instabilité de l'humeur, donc déjà, on a essayé de traiter ça. Trouble des interactions sociales, son trouble envahissant du développement. Il était dans un établissement, on a vu avec l'établissement pour vraiment lui faire un groupe d'habileté sociale, lui apprendre à communiquer, à interagir, soigner son autisme, le choix des ateliers, ce qui lui correspondait le plus. Circonstances de survenue, le temps libre, la référence féminine, le groupe, l'aménagement de l'emploi du temps, le choix des référents, le choix des pairs. Là, je vous fais de façon un petit peu synthétique, mais pour vous expliquer la démarche. Sémiologie psychiatrique associée, quand il a eu cette anxiété, cette dépression très forte, il y a une psychothérapie et il y a un moment donné, ponctuellement, j'ai mis un antidépresseur. D'accord ? Et puis, facteurs environnementaux, l'isolement social, la famille qui n'en pouvait plus, donc la maman qui s'épuisait, le papa, c'était très compliqué quand il retournait le week-end à la maison. Et donc là, ça a été le soutien familial, la question des séjours de rupture, qui puissent aller aussi dans d'autres structures pour que la famille puisse souffler. Puis chez nous, ce qu'on appelle la MDPH, c'est la maison départementale pour le handicap, pour avoir les aides financières, les accompagnements, les taxis, des choses comme ça. D'accord ? Voilà. Et donc, ça veut dire quoi ? Vous voyez, c'est que les psychotropes, là, ils ont une petite place ici par rapport à la sémiologie, là, notamment, mais du côté de la dépression. Ils ont une place, mais ce n'est pas vraiment des psychotropes, mais là, la mélatonine par rapport au syndrome génétique. Mais ce jeune-là, qui avait à un moment donné avait été mis sous neuroleptique, ça n'a jamais marché, les neuroleptiques. Parce qu'en plus, ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est qu'en gros, les neuroleptiques, soit les anciens, soit les nouveaux, par définition, c'est fait pour les schizophrènes. Je caricature, mais c'est ça. Ce ne sont pas des médicaments qui sont développés pour les autistes. Donc ça marche beaucoup moins bien que dans la schizophrénie. Si vous mettez un antipsychotique, ça empêche de délirer, mais ça ne fait qu'on n'est plus autiste. D'accord ? Et donc c'est ça qui est très important, c'est de comprendre ce qu'on fait. Voilà. Donc l'analyse fonctionnelle, c'est pour ça aussi dans vos établissements, là où vous avez les patients, tout ça, à chaque fois qu'il y a des gros troubles du comportement, justement, des fois, nous, en tant que médecin, on est appelé, puis on est censé, alors comme on met le Doliprane pour faire baisser la fièvre, hop, on attend de nous, puis nous, on nous a appris, dans nos études, il y a une question, il y a une réponse, le docteur, il sait, il va faire, quoi. D'accord ? Là aussi, c'est très important de dire, écoutez, ok, maintenant, si ce sont des troubles du comportement complexes, par définition, la réponse va être complexe.
Et si c'est une réponse complexe, par définition, elle va prendre du temps. Et par définition aussi, je ne peux pas y répondre tout seul, j'ai besoin de vous. Et ça, avec la famille, avec l'équipe, avec ça. Alors évidemment, il y a la situation d'urgence où il faut protéger, où il faut, quand le patient s'automutile, quand il est très agressif, il peut y avoir besoin d'isolement, il y a tout un arsenal à avoir, mais ne vous sentez pas en obligation de prescrire un médicament qui va faire qu'il n'y a plus de troubles du comportement. Vous n'en avez pas de disponible actuellement sur le plan de l'industrie pharmaceutique. D'accord ? Alors, les neuroleptiques classiques, aldol, dipyperon, tout ça, on oublie. Il y a trop d'effets extrapyramidaux, il y a trop d'effets anticholinergiques. C'est plus en première intention. Alors, bon, ça, en même temps, des fois, c'est vrai que quelques gouttes de dipyperon, je ne sais pas si vous faites encore. Non, vous ne faites plus. Bon, ça pouvait aussi vraiment des fois apporter. Il y a des collègues qui disent oui, mais moi ça marche mieux avec quelques gouttes de dipyperon. Ok, mais bon, c'est vrai que je vous fais passer les messages importants là en une demi-heure. On est plus sur les anciens médicaments. Si on doit à un moment donné mettre un antipsychotique, c'est vrai qu'on est plus sur le Risperdal. Alors, le Risperdal, en tout cas en France, n'a pas d'AMM dans l'autisme. Il a une AMM, c'est-à-dire une autorisation de mise sur le marché pour troubles du comportement dans le cadre d'un déficit cognitif. Vous voyez ? Et nous, on a une autorisation pour 6 semaines uniquement. Alors autant vous dire que 6 semaines, tant qu'on le mette et qu'on essaye de voir si ça fait un petit peu un effet et ça diminue. Alors, dans quel cas est-ce que moi je mets le Risperdal ? Je ne mets plus le Risperdal, en tout cas, quand il y a les simples troubles du comportement, l'agressivité, l'auto ou l'hétéro-agressivité, vraiment c'est analyse fonctionnelle, analyse fonctionnelle, analyse fonctionnelle. Après, quand on a fait tout ça et qu'il reste une agressivité vraiment qu'on sent presque, je vous dis, chimique, endogène, et puis autrement aussi chez les enfants qui ont... Alors c'est là qu'on se rapproche un petit peu de la schizophrénie, ce qu'on appelait les troubles du spectre autistique un peu atypiques, ceux qui ont la pensée qui est un petit peu diffluente, vous savez, qui parlent tout le temps,